Imaginez un peu la scène. Nous sommes à Grand Pré, en Acadie. C'est le 5 septembre 1755. Des centaines d'hommes, de jeunes garçons aussi, sont convoqués de force, puis enfermés dans l'église du village. Dehors, des soldats britanniques. L'ambiance est tendue, c'est le moins qu'on puisse dire. Et là, un colonel, John Winslow, se lève et lit un ordre. Et cet ordre, il va tout faire basculer. C'est le début du grand dérangement. Mais, si cet ordre avait été différent, s'il n'avait pas ordonné une expulsion, Et c'est exactement la question qu'on va explorer. Parce que cette tragédie, elle n'était pas inévitable. Si on imagine une autre décision, prise quelques semaines plus tôt, on ne change pas seulement le destin de l'Acadie, non, c'est bien plus que ça. c'est tout l'avenir du Canada qui est redessiné. Et, par un effet domino assez incroyable, on efface l'une des cultures les plus vibrantes des États-Unis. En sauvant l'Acadie, en fait, on empêche la naissance de la culture cadienne en Louisiane. Le bayou serait resté silencieux. C'est un paradoxe absolument fou. Alors, pour explorer cette histoire alternative, je propose de revenir au moment clé. Allons à Halifax, à l'été 1755, dans la salle où tout s'est décidé. C'est là notre point de bifurcation. Absolument. Et pour bien comprendre, il faut se souvenir du contexte. Depuis 1713, les Acadiens sont dans une position impossible. Ils sont francophones, catholiques, sur une terre devenue britannique. Et ils essaient de rester neutres, c'est ça, hein? Voilà. Pendant 40 ans, ils essaient de maintenir cette neutralité. Ils refusent de prêter un serment d'allégeance qui les forcerait à se battre contre les Français. Ils veulent juste qu'on les laisse tranquilles sur leur terre, quoi. Une neutralité qui a dû être de plus en plus compliquée à tenir, j'imagine, avec la tension qui monte entre les deux empires. Exactement. La Nouvelle-Écosse devient une ligne de front. Les Britanniques construisent Halifax en 1749 face à Louisbourg. Et puis, il y a l'étincelle. C'est la prise du Fort Beauséjour par les Britanniques le 16 juin 1755. D'accord. Et là, le pire, c'est qu'ils trouvent environ 300 miliciens acadiens parmi les défenseurs français. Pour le lieutenant-gouverneur Charles Lawrence, c'est la preuve. La preuve qu'il attendait. La neutralité acadienne, c'est un mythe. Ce sont des traîtres. On arrive donc à ce fameux conseil du 28 juillet 1755. Lawrence a son idée, son plan. Mais qu'est-ce qui le pousse à une solution aussi extrême que la déportation de tout un peuple? C'est la peur ou il y a autre chose? Il y a deux choses, en fait. La première, c'est bien la peur, une sorte de paranoïa stratégique. Pour lui, les 14 000 Acadiens sont une cinquième colonne. Une menace intérieure? Voilà. Mais le deuxième moteur est beaucoup plus cynique. C'est la convoitise. Les terres acadiennes sont incroyablement fertiles. Winslow, dans son journal, il est émerveillé. Il parle de 43 000 bêtes à cornes, 48 000 moutons. Ah oui, quand même. Donc vider l'Acadie, ça ouvre la porte à des milliers de colons protestants loyaux, les planters. Donc ce n'est pas qu'une mesure de sécurité, c'est aussi une gigantesque opération immobilière. C'est ça. On parle de nettoyage ethnique, le but est de remplacer une population. Et c'est là que notre scénario commence. Le plan de Lawrence est sur la table. Mais imaginons qu'un conseiller se lève. Pas un humaniste, non. Un stratège, un pragmatique. Et qu'est-ce qu'il dirait, ce stratège politique? Il ne va pas plaider la clémence, je suppose. Non, il plaide l'efficacité. Il pourrait dire « Monsieur le gouverneur, votre plan, il est désastreux sur le plan logistique. On a assez de navires pour 14 000 personnes, assez de vivres, assez de soldats, alors qu'une guerre totale contre la France nous pend au nez. » C'est un argument purement matériel, mais qui pèse lourd. Et sur le plan stratégique? Encore plus, notre conseiller pourra ajouter « En les déportant, on va transformer des fermiers neutres en une armée de partisans. Des hommes comme Joseph Broussard, dit Beausoleil, ils connaissent le terrain, ils vont nous mener une guérilla sans fin. On va créer un bourbier. » C'est un cauchemar stratégique, en effet. Transformer des neutres en ennemis jurés. Alors, si la déportation est une mauvaise idée, quelle est l'alternative? On ne peut pas juste les laisser faire. La proposition, elle est aussi brutale, mais elle est plus contrôlable. C'est le confinement, une sorte de prison à ciel ouvert. C'est-à-dire? Désarmement total. Deuxièmement, on leur confisque tous leurs bateaux, même la plus petite chaloupe. Et troisièmement, le point clé, on construit des forts, non pas aux frontières, mais au cœur de leur village. Et enfin, on utilise les Acadiens comme main-d'œuvre forcée pour construire les infrastructures de leur propre surveillance. C'est terrible, mais d'un point de vue britannique, ça se tient. C'est plus sûr, moins cher. Et dans notre histoire alternative, cet argument l'emporte. Le Conseil vote pour le confinement. Le grand dérangement n'aura pas lieu. Les navires ne viendront jamais. La population reste. Mais son monde, lui, a changé pour toujours. Alors,
Projetons-nous un peu. La déportation est annulée. À quoi ressemble cette Acadie sous cloche, quelques années plus tard? Ce n'est pas la liberté, c'est sûr. Non, c'est une paix armée. Les villages acadiens vivent littéralement sous la menace des canons des nouveaux forts. Les hommes, au lieu d'être déportés, sont forcés de construire leur propre prison. C'est l'humiliation au quotidien qui remplace le déchirement de l'exil. C'est un paradoxe, en fait. Dans la réalité, les familles ont été séparées, les liens brisés. Là, la communauté survit, mais sous une pression constante. J'imagine que ça doit renforcer leur identité, non? C'est exactement ça. Comme la structure familiale reste intacte, la résistance devient culturelle, passive. La langue française, la foi catholique, tout ça devient des symboles, des piliers identitaires encore plus forts. C'est une forme de résistance. D'accord. L'identité acadienne, au lieu d'être éclatée, se cristallise. Elle se durcit face à l'occupant. Faisons maintenant un saut en 1763. Fin de la guerre de 7 ans, Oui, le traité de Paris. Historiquement, c'est la fin des déportations et quelques Acadiens tentent de revenir. Mais dans notre scénario, dans notre scénario, le traité de 1763 trouve une population acadienne de 14 000, peut-être 18 000 personnes tout ce jour-là, sur cette aire. Et ça a une conséquence énorme, la non-venue des planters, les colons de Nouvelle-Angleterre. précisément, historiquement, les terres vidées ont été offertes à des milliers de colons américains, ce qui a anglicisé la région. Mais là, les terres ne sont jamais vacantes. Ah oui, donc pas de grand appel d'air. La vague de colonisation n'a pas lieu, le cœur de la région reste démographiquement acadien. Ce que veut dire que la démographie des futures provinces maritimes est complètement différente. Et ça, un siècle plus tard, pour la création du Canada, ça change tout. On n'est plus dans le dialogue des deux solitudes, anglais et français du Québec. On passe de 2 solitudes à 3 piliers. Quand les pères de la Confédération se réunissent, la discussion est transformée. Il n'y a pas que le Québec, il y a aussi un bloc acadien, une entité politique et culturelle forte dans les maritimes. Et ce troisième pilier, il serait différent du Québec? Très différent, oui. Cette Acadie a sa propre histoire, son propre traumatisme, celui de l'occupation. Elle aurait ses propres élites, ses propres universités francophones bien plus tôt. À la table des négociations de 1867, ces représentants auraient leurs propres revendications. La politique canadienne ne serait plus bipolaire, mais tripolaire. Ce qui aurait pu changer beaucoup de choses. Le bilinguisme officiel, par exemple, ça aurait pu être un principe fondateur dès le départ. C'est une très forte possibilité. Le Québec n'est plus le seul gardien de la francophonie. L'Acadie, avec son poids politique, aurait exigé des garanties linguistiques dès le premier jour. Le bilinguisme aurait pu être inscrit dans l'ADN du Canada de 1867. Le visage du pays serait changé à jamais. Fait assez vertigineux. On a donc une Acadie qui survit, qui redéfinit le Canada, c'est énorme. Mais l'onde de choc de cette décision de 1755, elle ne s'arrête pas là. L'effet le plus inattendu se fait sentir à des milliers de kilomètres au sud. Oui, il faut quitter l'Atlantique Nord pour descendre vers la chaleur de la Louisiane. Dans l'histoire réelle, les Acadiens déportés ont erré pendant des années, rejetés des colonies américaines, envoyés en Angleterre, en France, un peuple en miettes. Et à partir de 1765, une rumeur circule. La Louisiane, une terre d'accueil potentielle. Voilà, une terre où l'on parle français, où l'on pourrait recommencer. C'est le début d'une grande migration. Et c'est de là que naît la culture Cajun. Exactement. Cajun, c'est juste une déformation de acadien. Mais ce n'est pas une simple transplantation. Les Acadiens qui arrivent en Louisiane créent quelque chose de complètement nouveau. Ils se mélangent avec les Espagnols, les Allemands, les Amérindiens, les populations d'origine africaine. De cette fusion naît une culture créole unique, la culture cajun. Et donc, dans notre scénario, où les Acadiens ne sont jamais partis, la conclusion est simple. Et brutale. Pas d'Acadiens en Louisiane. Pas de culture cajun. Elle n'a jamais existé. Et il faut prendre une seconde pour mesurer ce que ça signifie. La musique d'abord. Le son du violon et de l'accordéon dans un fédodo, ça n'existe pas. Le zydeco, ce mélange de rythme créole et de musique acadienne, ça n'existe pas. Le silence. Et la cuisine. Ah, C'est un monument, la cuisine cajun. Les odeurs d'un gumbo, ce mélange d'influences, ça n'existerait pas sous cette forme. Le jambalaya, l'étouffée des crevisses, tout ça c'est le fruit de l'ingéniosité d'un peuple en exil. Sans exil, pas de cuisine cadienne. Même la langue, ce français si particulier. Ce dialecte n'existerait pas.
Et puis, le grand mythe, le poème Évangéline de Longfellow, qui a fait connaître ce drame au monde entier. Il n'aurait jamais été écrit. Sans déportation, pas d'histoire d'Évangéline. C'est ça, le paradoxe poignant. Pour que la culture acadienne, si riche, puisse naître, il a fallu que la nation acadienne soit quasiment anéantie. La survie de l'une au nord impliquait la non-existence de sa fille culturelle au sud. C'est le cœur de cette histoire alternative. Deux destins qui s'excluent l'un l'autre. On se retrouve donc avec deux mondes. Le nôtre, insu, une tragédie terrible qui, par une résilience incroyable, a donné naissance à une culture fascinante. Et l'autre, une histoire de survie, de continuité pour le peuple acadien, qui change le Canada, mais qui laisse un vide culturel immense des milliers de kilomètres plus au sud. Ce que ça montre, c'est à quel point l'histoire est contingente. Elle dépend de choix humains. La décision de Lawrence n'était pas la seule option. Ça nous interroge aussi sur l'identité. Parfois, elle se forge dans la continuité, sur une terre. Et parfois, comme pour les Acadiens, elle naît de la rupture, de la perte, de la nécessité de tout réinventer. Absolument. Et le grand dérangement reste cet avertissement glaçant sur la fragilité des communautés, face à un État qui décide de les voir comme un problème. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Un monde où l'Acadie prospère, mais où la vibrante culture cadienne n'a jamais existé. Est-ce un meilleur monde ? C'est impossible à dire, bien sûr, mais ça nous force à voir comment, parfois, les plus grandes tragédies peuvent devenir, contre toute attente, des sources de créativité et de résilience absolument extraordinaires.